Maintenant, c'est au tour de Thaïs Provignon, ouais, qui a 23 ans et qui est diplômée de philosophie. Comme d'autres personnes, ce soir, je prends la parole pour les animaux. Après tout, nous avons l'habitude d'entendre qu'il ne leur manque que cela. C'est étrange, pourtant, vous ne trouvez pas ? De penser qu'il manque quelque chose aux animaux, comme si quelque part, ils demeuraient des êtres inachevés, parce qu'ils n'étaient pas à notre niveau. Mais heureusement qu'ils ne le sont pas à notre niveau, heureusement. Car nous, hommes, nous qui avons cette faculté de langage, qui pouvons parler du bien et du mal, du juste et de l'injuste, nous, l'animal politique, auréolé de notre chère raison, nous sommes devenus la terreur du monde animal. Et bien que nous n'ayons plus assez de nos doigts pour compter les ignobles pratiques que nous infligeons aux animaux, je m'en tiendrai ici à un seul exemple. La chasse. Je suis de celles et ceux à qui un coup de fusil fend le cœur. Et je pleure le sort de ces millions d'animaux qui, dans leurs bois et forêts, dans leurs prairies et marais, sont dérangés, inquiétés, apeurés, terrifiés, traqués, harassés, blessés, estropiés, assassinés. Oui, assassinés. N'ayons pas peur des mots. Certains, à l'âme rude et sans pitié, mais aux manières bien sophistiquées, préfèrent parler de prélèvement. C'est là une bien belle parade pour désigner des meurtres prémédités par centaines de milliers chaque année, sans que ne le justifie aucune nécessité. Alors, je pleure le sort de tous ces lapins qui ne demandaient qu'à courir leur campagne, dont on les voit disparaître un à un. Je pleure le sort de toutes ces chevrettes, tuées alors qu'elles portaient encore dans leur ventre leurs futurs petits, à qui au printemps suivant elles allaient donner la vie. Je pleure le sort de tous ces cerfs dont la majesté est souillée lorsqu'après des heures de traque effrénée, à bout de force, ils sont servis de leur vivant au limier. Je pleure le sort de tous ces sangliers dont personne ne semble avoir pitié. Je pleure le sort de tous ces renards et blaireaux victimes toute l'année des tirs, des pièges et de la vénerie sous terre, car pour eux, il n'y a pas de répit à l'enfer. Je pleure le sort de tous ces faisans et perdrix qui n'ont pas même connu le bonheur de vivre libres et sauvages avant de perdre la vie. Je pleure le sort de tous ces oiseaux d'eau venus chercher température plus douce sur nos étangs et marais et qui, dans le nord, ne repartiront jamais. Je pleure le sort de toutes ces grives en migration qui, à la frontière franco-espagnole, après des centaines de kilomètres parcourus, après des centaines de difficultés vaincues, sont odieusement abattus. Qu'on ne dise plus qu'il manque quelques qualités aux animaux, car le seul être sur cette terre à qui il manque quelque chose, c'est l'homme. Et il s'est infligé lui-même sa propre mutilation, à trop se glorifier de cette raison conquérante qui l'a rendu fier et unique dans le monde animal. Il a fini par perdre la plus noble qualité que tous les animaux ont en partage, la compassion. Mais à ces mots, le chasseur reste sourd et pantois, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un grand clapet et justifie son choix. Car oui, le chasseur, dès lors que l'on ose critiquer la chasse, accourt, monte sur ses grands chevaux, armés de ces deux arguments. Le premier, la régulation. Sans les chasseurs, nous serions apparemment envahis par les renards, les sangliers, et le croirions-nous, les grands tétras même. Mais la régulation, c'est bien sûr l'argument de l'ignorant. C'est ignorer que la renarde sait réguler elle-même ses gestations et adapte le nombre de ses petits au nombre de proies disponibles. Impossible donc pour le renard de pulluler. C'est ignorer que pour assurer une réserve de gibier, les chasseurs nourrissent eux-mêmes les sangliers dans les bois quand ils ne les élèvent pas avant de les relâcher. C'est ignorer enfin que le grand tétras, dont la population est loin de bien se porter, est menacé de disparition en France. La régulation, donc, argument de l'ignorant, ou rhétorique de l'hypocrite. Mais peut-être serons-nous davantage convaincus par le deuxième argument du chasseur. La tradition.
Tuer des êtres à fourrure et à plumes pour perpétuer des us et coutumes. Tuer pour perpétuer. Peut-on rêver meilleur paradoxe? S'adonner à un acte parce que des hommes s'y sont adonnés il y a fort longtemps et que d'autres après eux ont suivi sans autre forme de questionnement. Est-ce donc là le génie d'Homo sapiens, l'être de raison? En réalité, l'argument de la tradition est celui que l'on brandit lorsqu'il n'existe plus aucune justification. Alors, si la motivation du chasseur est réellement de conserver un monde qui nous a précédés, qu'il dépose les armes et œuvre à la protection des animaux sauvages, toujours plus nombreux à disparaître, ce serait là la meilleure manière de leur rendre les honneurs. Vous l'aurez compris, moi, je rêve d'un monde sans chasse. Mais le réel au rêve laisse peu de place. Alors, à défaut, dès demain, d'abolir cette pratique, je propose ici quelques mesures qui pourraient la rendre un peu plus éthique. Tout d'abord, il faut mettre fin aux versions les plus barbares de la chasse. Je pense bien entendu à la chasse à courre, à la vénerie sous terre, mais aussi au piégeage. Ensuite, le permis de chasse, aujourd'hui valable à vie, doit être réformé. Pour des questions de sécurité, mais aussi afin que moins d'animaux finissent estropiés à cause de tirs ratés. Le maintien du permis de chasse devrait être conditionné à une visite médicale annuelle et à un examen de confirmation tous les 10 ans au moins. Pour les mêmes raisons, la consommation d'alcool devrait être interdite aux chasseurs avant et pendant une partie de chasse, et les agents de l'OFB ainsi que les gendarmes devraient pouvoir contrôler le taux d'alcoolémie d'un chasseur en action. En outre, dans une perspective de réelle protection de la faune sauvage, plusieurs choses doivent changer. Je ne mentionnerai ici que 3 propositions. Premièrement, les espèces figurant sur la liste rouge nationale ou régionale de l'UICN devraient être retirées de la liste des espèces chassables dans le territoire correspondant. Deuxièmement, afin que les espèces bénéficiant d'un statut de protection ne soient pas reléguées au rang d'espèces chassables, l'examen du permis de chasse devrait inclure une épreuve plus exigeante et plus conséquente de reconnaissance des espèces, y compris sur le terrain, car trop d'animaux protégés, en particulier rapaces et limicoles, sont plombés chaque année. Troisièmement, le plomb étant une source d'empoisonnement pour la faune sauvage, en plus d'être toxique globalement pour l'environnement, les fédérations de chasseurs devraient être tenues par la loi d'organiser au moins un ramassage par an de leurs déchets, c'est-à-dire de leurs cartouches, dans les zones où ont eu lieu des parties de chasse. Enfin, histoire d'accorder un peu de répit aux animaux, mais aussi en vue d'un partage plus équitable de la nature, réclamé par de plus en plus de Français, nous devrions instaurer au moins 2 jours par semaine sans chasse et interdire celle-ci les jours fériés et en période de vacances scolaires. Ce sont là des mesures qui relèvent du possible, à portée de main. D'ailleurs, certaines d'entre elles ont déjà été adoptées par nos voisins européens. Ne soyons pas les derniers à faire preuve d'un peu d'humanité. Et gardons à l'esprit qu'aujourd'hui, c'est avant tout la chasse et non la faune sauvage qui doit être régulée. Je vous remercie pour votre écoute.